Alors, bonjour et bienvenue tous à la dernière session de notre série de décloisonnement pour l'année prochaine. Aujourd'hui, nous allons discuter le fait de réviser nos ressources. Alors, qu'est-ce qu'on va garder et qu'est-ce qu'on va laisser? J'aimerais prendre le temps de reconnaître que l'apprentissage cet après-midi se déroule sur un territoire algonquin, Anishinaabe, non ésemencé et non cédé. Je tiens à remercier la nation algonquine de nous accueillir et à reconnaître sa présence durable sur ce territoire. En me promenant dans mon quartier après la tempête, je remarque encore de nombreuses branches encore au sol parmi les fleurs qui continuent à fleurir. Je me sens euh, connectée à la terre et je pense à ceux qui ont vécu sur cette terre avant moi. Je m'efforce de la garder propre en laissant de l'espace pour la nouvelle croissance. Tout comme je prends soin de la terre, je m'engage à favoriser la croissance des élèves et à nettoyer ma salle de classe des ressources dissuadées, inexactes et trompeuses afin de ne pas nuire à leur croissance. Et voici une image du Wild Ginger qui apparaît dans le jardin ici. Um, Restons en contact aussi. Alors, il y a 3 différents moyens. Vous pouvez envoyer des courriels, vous pouvez nous connecter sur notre Google Currents ou sur notre chaîne YouTube. Nos 2 objectifs aujourd'hui, c'est à la fin de la présentation que nous serions capables d'utiliser des critères pour évaluer les ressources qu'on va utiliser avec les élèves et savoir un peu où trouver des ressources appropriées pour nous à continuer notre apprentissage et aussi pour ce qu'on va utiliser avec nos élèves. Cette ressource est aussi un document vivant. Ça se peut qu'il va y avoir des choses qui changent, il y a des nouveaux termes qui sont utilisés et au fur et à mesure, ce document va être mis à jour aussi. En engageant et en écoutant les communautés qu'on sert, ils vont partager avec nous les termes et le langage qu'ils préfèrent. J'aimerais prendre quelques instants pour me situer dans l'apprentissage aussi. Je suis une femme et j'utilise le pronom elle. Je suis blanche, canadienne et avec un héritage écossaise et britannique. Je parle l'anglais et le français, un peu d'espagnol et roumain, et j'apprends quelques mots d'Ibo. Je suis cisgenre et je suis la première personne dans ma famille à aller à l'université. Pourquoi est-ce que je vous partage ces informations? C'est parce que mes préférences et préjugés peuvent apparaître. Bias, on va dire en anglais. J'essaie le plus que je peux à présenter des informations sans préjugés, mais ça se peut que mes préférences viennent de mes expériences vécues. Je continue mon apprentissage en écoutant des auteurs, en particulier les balados et les livres audio. Moi, je préfère écouter qu'à lire. Voici quelques exemples d'où je trouve mes sources pour continuer mon apprentissage. Si vous êtes confortable dans le clavardage, j'aimerais vous inviter à partager ce que vous utilisez pour continuer votre apprentissage, pour inspirer les autres. Je vais aussi ajouter vos suggestions dans la prochaine diapositive. Alors, moi, j'écoute The Mother Tongue, English and How It Got That Way. Et c'est intéressant parce que ça démontre un peu l'histoire de l'anglais, comment c'est devenu, quelles autres influences ont eu sur la langue anglaise. J'aime beaucoup écouter à Melissa Mullen-Dupuis aussi. Elle parle parole autochtone sur Radio-Canada et il y a beaucoup sur YouTube aussi. Et Mage, c'est une source de nouvelles pour les jeunes les sources sont un peu plus faciles à lire, je vais dire. Moi, je n'aime pas lire trop en français ni en anglais. Alors, j'aimerais avoir les articles un peu raccourcis. Alors, ça, c'est mes 3 que je préfère. Et si vous êtes confortable, je vous encourage de partager les vôtres aussi dans le clavardage. Et je vais les mettre dans cette diapositive après. Alors, il faut faire attention aussi que l'évitement, alors avoidance, donc si on évite d'enseigner à propos de la culture, c'est autant pire que de faire quelque chose de mal, on va dire.
The fear of offending, the fear of introducing controversial subject matter, the fear of introducing content that challenges students' understanding of the dominant stories of Canadian history, all support the claim for the position of perfect stranger. Dominant stories that position Aboriginal people as, for example, romanticized, mythical, victimized, or militant other, enable non-Aboriginal people to position themselves as respectful, admirer, moral helper, protector of law and order. Alors, je vous encourage vraiment d'essayer quelque chose, de faire un effort, d'utiliser des ressources. On parle aussi souvent des mots écrits sur cette diapositive. J'aimerais faire la différence aujourd'hui entre enseigner la culture versus enseigner à propos de la culture. L'appropriation versus l'appréciation. L'égalité versus l'équité et l'intégration versus l'inclusion. Nous allons nous concentrer sur l'enseignement à propos de la culture, l'appréciation, l'équité et l'inclusion aujourd'hui. Il y a un document qui a été publié par EDFO, qui est en dessous ici, qui va vous donner plus d'informations à propos de l'appropriation versus l'appréciation. Voici l'analogie de l'iceberg de la culture. Comme vous pouvez voir, la culture, c'est beaucoup plus que la nourriture, les vêtements, la musique, les arts, la littérature, les célébrations et les jeux. Quand on enseigne une langue, on parle souvent aussi des normes de la communication, les gestes, le langage du corps et le ton. Dans nos explorations de texte, et par texte, je veux dire aussi les balados, les textes visuels, les images, la littérature. On peut aussi enseigner à propos de la culture, comme les concepts de temps, les attitudes envers la famille et les aînés, la notion de l'adolescence et plus. Je vais vous donner 2 exemples aussi. Et moi, je suis très vulnérable dans cette position à vous partager quelque chose qu'on pourrait faire. Je vous invite aussi, si vous voyez quelque chose que vous n'êtes pas d'accord avec, de le partager avec moi parce que moi, je fais partie, ça c'est mon apprentissage. Je ne suis pas expert dans l'enseignement à propos de la culture non plus. Alors ici, dans la culture Igbo, il y a 4 jours dans la semaine dans un calendrier traditionnel. Eke, Orie, Afo, Nkwa. Alors, selon le calendrier traditionnel, on peut faire une activité de quelle est la journée de la semaine aujourd'hui. Puis, il y a un vidéo authentique d'une madame qui va partager à propos de ces 4 journées. Et on peut lancer la question, connaissez-vous d'autres calendriers autour du monde? Il y a les calendriers basés sur la Lune, les calendriers Gregorian versus Julian. Alors, on peut avoir une discussion à propos du temps. Oups. Voilà. Ou, dans la langue inuktitut, les noms donnés au mois de l'année sont inspirés de Dame Nature. Donc, au Canada, environ 34 000 personnes parlent à l'inuktitut et ces locuteurs vivent principalement au Nunavut et au Nunavut. Chaque région du Grand Nord a des noms différents pour signifier différentes conditions. Donc, au nord, à l'île de Baffin, le nom ici pour, je pense que c'est le mois de mai, ça signifie nous pouvons enfin monter nos tentes parce que ça devient plus chaud et si tu essaies de faire des igloos, le plafond pourrait s'effondrer. Tandis que plus au sud, le nom décrit la période quand les caribous commencent à avoir des bébés. Alors, le source est dans les notes pour celui-là aussi, ça vient de Radio-Canada. Et on pourrait avoir une conversation de comment est-ce qu'on va donner les noms à les différents mois ou à les temps dans l'année. L'intersectionnalité, c'est un concept développé par Kimberly Williams Crenshaw. Ça permet de constater que les inquiétudes sociales, injustices, ne sont pas le résultat d'un seul facteur. Les iniquités sont plutôt générées par le croisement de différents enjeux, comme la classe sociale, la situation économique, la culture, l'orientation sexuelle, la race ou la religion.
Et ces croisements font en sorte que certaines personnes subissent plus d'une forme de discrimination. L'intersectionnalité invite à regarder de façon holistique la situation de vie d'une personne afin de mieux connaître ses expériences, au lieu de la catégoriser dans des boîtes précises où elle ne se reconnaît pas vraiment. Par exemple, un élève peut être un nouvel arrivant qui fait aussi partie de la communauté LGBTQIA2S+. Donc, il appartient à deux minorités dans son école francophone en milieu minoritaire. Alors, l'élève va subir plusieurs enjeux. Les relations authentiques avec l'enseignant et autres personnels scolaires deviennent très importantes afin de combattre le racisme ou l'oppression que peuvent subir les élèves dans la perspective de l'intersectionnalité. Comment est-ce que je peux soutenir mes élèves? Ça, c'est une liste de différentes actions qu'on peut suivre et c'est vraiment de développer une relation authentique avec nos élèves, de prendre part à des événements culturels d'autres cultures, de partager ses expériences, de parler aux autres et de vraiment écouter aux expériences vécues. Oh, et ce site web aussi, ça vient du PESAC, le Centre Franco. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, on peut regarder plus là aussi. Oh oui, merci Karina. Ça, c'est une très bon exemple aussi que les noms donnés aux pleines lunes par les Premières Nations varient aussi. Ça dépend de la géographie du territoire, les animaux et la récolte des plantes. Absolument. Donc, il y a beaucoup de différentes conversations qu'on peut avoir avec nos élèves. Alors, comment sélectionner les ressources? Alors, ce paragraphe, ça vient de OCDSP Anti-Racism, Anti-Oppression Starter Kit. Et j'aimerais souligner que ici, ça dit with the exception that diversified resources, content and delivery be the work for all educators. Alors, c'est chacun d'entre nous. Je ne peux pas vous donner une liste de ressources qui sont acceptables ou que vous devez utiliser. C'est notre responsabilité, chacun comme individuel, de trouver des ressources. When reviewing these resources, please remember the importance of providing context. By connecting to their prior knowledge or by building background knowledge. Do not assume a student's lived experience. Spend time reflecting on your lived experiences and how this impacts your relationship with your students, your resource choices, and instructional moves. Comme j'ai mentionné, mes expériences vécues vont avoir une influence sur mes préférences des ressources que moi je vais vous présenter aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement les meilleures ressources pour vous, mais au moins, ça pourrait vous donner un commencement ou quelque part où commencer vos apprentissages aussi. Ces considérations viennent aussi de Anti-Racism, Anti-Oppression Starter Kit. Et j'aimerais vraiment parler aussi de le point numéro 6 ici. If the book is not about people or events similar to the author's or illustrator's background, what specifically recommends them as creators of the book? What is the author's attitudes towards his or their story creators? Are the images accurate? Do the illustrators respectfully render the people in the story? Do you have books reflecting a balanced range of author and illustrator examples and experiences? So an example of this that's commonly read en français, c'est La route de Schlieffen. The author is Michelle Marino. De ce que je peux trouver en ligne aussi, elle n'a pas vécu ces expériences, cette vie personnelle. Elle était en correspondance avec un jeune étudiant, un adolescent libanais du Liban, et elle a envoyé des questionnaires à ces adolescents pour faire de la recherche pour le roman. Alors, c'est à nous de décider s'il y a des alternatives, en particulier own voice text, donc les romans écrits par les auteurs. So, reflect, is it the author's story to tell? Absolument.
Quand on révise aussi les ressources qu'on va utiliser l'année prochaine, posez-vous la question, pourquoi est-ce que j'utilise cette ressource? Est-ce que c'est quelque chose, j'utilisais toujours cette ressource? Legacy, comme j'ai déjà des feuilles préparées, j'ai déjà des feuilles de vocabulaire, les fiches de vocabulaire, ou est-ce que c'est vraiment la meilleure ressource, best practice? Cette année, l'équipe d'équité a reçu des plaintes aussi à propos des parents et des élèves à propos du pièce de théâtre Zone. Je vous encourage fortement de penser à l'avenir et voir et réviser si vous aimeriez utiliser ce texte avec vos élèves aussi. Parce que si on fait quelque chose où les adolescents, les jeunes ne se sentent pas à l'aise, ils ne veulent pas continuer et ils vont pas engager avec nous aussi. Mais si je trouve dans un livre, est-ce que c'est nécessairement vrai? Parce que c'est écrit, c'est publié, il y a quelqu'un qui a fait des recherches, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Il faut faire des recherches pour déterminer la justesse des faits présentés. Il y a un exemple de je découvre, j'apprends qui n'est pas correct. Ce qui est présenté au début là, Karina fait l'image, ce n'est pas approprié parce que les faits qui sont présentés dans ce livre ne sont pas acceptables et justes. On veut se souvenir que la culture des peuples autochtones au Canada était interdite et confisquée. Donc, on doit laisser les populations autochtones se réapproprier leur propre culture et choisir ce qu'elles veulent partager et quand le faire avec nous. On doit être certain de ne pas enseigner la culture des autres, même si c'est écrit dans un texte, dans un magazine, dans une procédure à faire. On ne va pas fabriquer des capteurs de rêve, des dream catchers. On ne va pas faire un défilé de mode sapé, la société des ambianceurs et des personnes élégantes. On ne va pas enseigner les danses traditionnelles. Et il y a une phrase, nothing about us without us, rien sur nous sans nous. Alors, on peut avoir des personnes qui viennent de la communauté qui vont parler et partager dans nos classes aussi. Et quand vous invitez quelqu'un, il y a 2 ressources ici. Il faut être certain aussi de, si vous invitez quelqu'un dans la classe, il faut partager un honorarium avec cette personne. Ils partagent leurs connaissances, leur temps pour être avec nous, avec nos élèves. Alors, il faut partager aussi un peu un honorarium. Puis, inviting a guest speaker to a Google Meet, ça, c'est le comment faire, les aspects plutôt techniques aussi. Et je vois aussi que Karina a mis beaucoup de différents exemples avec du livre que je viens de parler. Merci beaucoup. Les mots font une différence. Il faut faire très attention aux mots qu'on utilise. Oh, OK. Oui, merci, Karina. S'il vous plaît, consultez avec Karina ou Kyle avant d'inviter un ami dans la classe et eux, ils peuvent vous aider à faire à faire ça. Oui. Karina Butler, Kyle Morrison. Merci beaucoup. Je vais ajouter ça aussi dans les diapositives. Il faut faire attention aux termes qu'on utilise et qui sont présents dans nos ressources qu'on utilise. Par exemple, le terme sur la diapositive est acceptable, donc the term Indian, est acceptable dans certains cas, mais pas dans d'autres. Dans le document, il explique plus. Je vous laisse lire ça. Aujourd'hui, le terme accepté en français est les peuples autochtones du Canada. Il est aussi utilisé par l'Organisation des Nations Unies. Ça se peut que ça va changer aussi, dépendant de ce qui est présenté. Et ça se peut aussi qu'il y a des élèves dans vos classes qui préfèrent des termes plus précis aussi. Donc, ils vont partager ça avec vous. Il est important de noter que la langue a évolué et va continuer à évoluer et que c'est nous qui doivent être
attentif et prudent pour choisir dans les discussions et les interactions quotidiennes un langage qui respecte les diverses identités dans nos classes. Quand c'est possible, toujours utiliser les termes précis. Quand on va créer cet environnement qui est accueillant et rassurant, les élèves vont partager leurs termes préférés. Ça inclut aussi les pronoms pour nos élèves. Si on ne sait pas où commencer, on peut concentrer uniquement sur les communautés près de nous. Donc, je vous ai suggéré quelques-uns et c'est une liste non exhaustive. Il y en a tellement de différentes communautés des peuples autochtones du Canada près de nous. Alors, je vous suggère, il y a quelques différents liens là pour continuer votre apprentissage. So what do I do if the resources are only in English? Most Indigenous resources are available in English only. While this may not be ideal, educators working in French classes are encouraged to use English resources and incorporate language to engage in conversation with students. The lack of multilingual resources reminds us to consider the loss of Indigenous languages and the replacement of those languages with both English and French. English is a colonizer language, as is French. Il y a une vidéo ici de quoi faire avec une ressource en anglais. Alors, si vous avez besoin de savoir comment utiliser. Si jamais, il y a une vidéo ici qui a été produite par Antonia. What I will leave you with is if harm was caused, we need to take action in order to repair that relationship and trust. We will make mistakes. We will continue to, but however, we will cause more harm by not including other voices than our own. Parents are trusting us with their children to provide a high quality, non-biased, and diverse education to students. As teachers, it is our professional responsibility to be aware of and check our bias in order to remove it from materials and resources as much as we can that we are providing to students. Si vous aimeriez continuer votre apprentissage, je vous ai inclus plusieurs différentes ressources et j'ai essayé de trouver des différents styles d'apprentissage un peu aussi. Alors, il y a des collections de films, il y a des questions-réponses, juste à propos des différents groupes au Canada et les différents groupes de nos élèves qui seront dans notre classe. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié celui-là et j'aimerais arrêter l'enregistrement pour répondre à vos questions.